il s'électrise et devient fou. Par son jupon la femme, frou-frou, frou-frou, de l'homme trouble l'homme. Je vous prie, monsieur de Brossarbourg, mon époux. Il faut enfin que je vous entretienne d'un petit incident d'une nature toute spéciale et sur lequel je me fusse tue si les événements eussent mieux répondu à ce que j'avais attendu d'eux. Il n'en a pas été ainsi. Désormais, je dois tout vous dire. Préparez-vous à quelque chose d'énorme, monsieur. L'honneur des Brossarbourg. L'honneur des Brossarbourg? Madame? L'honneur des Brossarbourg? Dites-vous? L'honneur des Brossarbourg, monsieur de Brossarbourg, est à tout jamais dans le sceau. Dans l'honneur des Cantange. L'honneur de votre complice, madame. Il me faut son nom et son sang. Ah! Tête Dieu! Son nom, vous dis-je. Le nom de cet homme. À l'instant même. Je l'ignore. Ah, c'est une mystérieuse et tragique histoire dont il me faut vous faire le récit. Écoutez et jugez du reste. Vous vous souvenez qu'au mois de novembre dernier, vous conviâtes plusieurs de vos amis à venir séjourner quelques jours au château afin d'y faire avec vous l'ouverture de la chasse. Ils vinrent au nombre de 6. Le vicomte de la Motoda, le chevalier de Mépied, monsieur de Poilu-Boudin, le général baron de la Rossardière, Le docteur Bougredane et Oscar de Protrépéto. Parfaitement. Eh bien? Eh bien, voici. 2 ou 3 jours après l'arrivée de ces messieurs au château, je changeais de linge en ma chambre avant de descendre présider le dîner. J'en étais arrivée à cette minute psychologique où l'extrémité inférieure de la chemise, remontée au niveau de la nuque, s'accroche inévitablement au feu d'artifice d'épingle qui jaillit de la tête des femmes. Par égard pour le faubourg, je vous demanderai avec instance la permission de jeter un voile. Je vous en prie. Soudain, tandis que je tentais de dégager ma tête du frêle tissu qui l'emprisonnait, j'entendis derrière moi s'ouvrir doucement la porte et une voix d'homme crier « Tonnerre de Dieu, la belle femme !» Je jetai un cri. Au même instant, quelqu'un s'approcha de moi et mettant lâchement à profit l'état de quasi-captivité et de cécité absolue au sein duquel je continuais de me débattre, s'écria par 3 fois « Du satin,
en passant doucement la paume de la main sur la naissance de mes... Pour la même raison que plus haut, je vous demanderai de jeter un deuxième voile. Quand enfin je repris possession de ma tête, je pus promener autour de moi un regard noblement courroucé. L'insulteur avait disparu, laissant une tache indélébile au blason des Brossarbourg. Comment? Tu n'avais pas reconnu à la voix? Pardon? À certaines intonations canailles, j'avais cru en effet reconnaître la voix de monsieur de Poutré-Bétaux. Je résolus donc de tirer la chose au clair et d'arracher à ce faux gentilhomme l'aveu de sa félonie, déterminé à l'en punir ensuite de la plus éclatante façon. Usant des armes que la nature nous a données, le charme, la coquetterie et la séduction, je l'attirai en un rendez-vous qui devait être un guet-apens. Il céda. Une nuit, alors que tout dormait, je lui ouvris ma porte, puis ma couche. Comment? Comment? Rassurez-vous, il y avait un poignard caché sous le traversin. Et les hurlements de plaisir que parut m'arracher l'étreinte de monsieur de Poutré-Bétaux n'étaient qu'une comédie bien jouée. Quand je le vis, mûr pour l'aveu, gorgé de volupté raffinée, prêt à exhaler son âme dans l'ivresse d'un spasme suprême, je me penchai sur lui et avec un sourire badin, confesse tout, petit cochon, à cette heure, tu peux tout avouer. C'est toi qui es entré dans ma chambre l'autre jour pendant que je changeais de chemise. En même temps, ma main impatiente taquinait le manche du poignard. Mais il répondit: comprends pas, avec un tel air de sincérité, une figure à ce point ahurie et idiote, que je ne doutais plus que je me fusse abusée. Mes soupçons se portèrent alors sur monsieur de Poilu-Boudin, de qui des regards libidineux m'avaient souvent paru sujets à caution. Point découragé par un premier échec, obstiné à venger l'honneur des Brossarbourg, je me remis avec ce nouveau personnage en frais de coquetterie et de grâce captieuse. Les hommes sont bêtes. Au même piège où déjà était tombé monsieur de Poutré-Bétaux, monsieur de Poilu-Boudin se laissa prendre à son tour. Ah ouais. Luxurieux et confiant, une nuit, par la porte laissée exprès entrebâillée, il se faufila en silence et en allait qui peut-être allait devenir son tombeau. Que vous dirais-je? Il est de tels accents de sincérité auxquels on ne saurait se méprendre. Monsieur de Poilu-Boudin était innocent. Indiscutablement innocent. Il sortit de mes barres comme il était entré. Et le poignard, une fois de plus, resta caché sous le traversin. Et sans doute, vous songeâtes alors à monsieur de docteur Bougredang. Vous l'avez dit, malheureusement, cette troisième tentative demeura aussi inutile que ne l'avaient été les deux autres. Et il en fit de même pour le chevalier de mes pieds. Puis pour monsieur de la Rossadière. Et pour monsieur de la Motte d'Âme. Parfaitement, hélas oui. Si bien que j'en suis venue à soupçonner le cocher. Oh, oui là! Ou le concierge. Le concierge!
concierge. Mais j'en aurais fait un mot avant qu'il ne soit 8 jours. En vérité, madame, vous êtes plus bête sans toi que tous les cochons de Cincinnati. Que ma figure se couvre de bouteux, si je vous eusse pu soupçonner au moins aussi démesurément imbécile. Je ne me fusse point livré à l'innocente plaisanterie qui consistait à vous tapoter le derrière en le comparant à du saté. C'était lui. C'était donc vous? Parfaitement, madame. C'était moi. Mon Dieu, que je suis aise de l'apprendre. Car à la crainte que ce fût le concierge ou le cocher, se mêlait vaguement, indicible, la terreur que ce fut le nègre.